Au dîner de fiançailles de mon fils, je lui ai remis un livre de recettes manuscrit que j'avais gardé pendant 35 ans. La mère de sa fiancée l'a regardé comme si j'avais apporté un animal écrasé à table. Elle a ri et a dit, comme c'est adorable. Un petit album de la bonne. Mon fils n'a rien dit, pas un mot. Sa fiancée a glissé le livre au bord de la table et a posé son verre de vin dessus comme un dessous de verre. J'ai souri, je l'ai ramassé, j'ai essuyé la trace de pinot noir de la couverture et je l'ai remis dans mon sac. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de mon avocat. Quand il a ouvert le dossier que j'avais apporté, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Madame Delgado, êtes-vous absolument sûre de cela ? Parce qu'une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. » Et, une petite question avant de continuer. Avez-vous déjà donné votre cœur à quelqu'un et l'avez-vous vu le traiter comme des ordures ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et abonnez-vous si vous voulez entendre ce qui s'est passé lorsque mon avocat a passé cet appel téléphonique. Juste un avertissement, certains détails de cette histoire sont romancés pour le plaisir du récit, mais la leçon est réelle. Maintenant, revenons à ce que mon avocat a trouvé. Le dîner de fiançailles a eu lieu à Belmont House, un manoir colonial rénové sur 6 acres juste à l'extérieur de Hartford, Connecticut. Colonne blanche, lanterne à gaz, une terrasse donnant sur une roseraie qui avait été présentée dans 3 magazines de mariage, 40 invités, serviettes en tissu, un quatuor à cordes jouant Vivaldi près du bar. Je suis arrivé dans une robe grise que j'avais achetée chez TJ Maxx 2 semaines plus tôt, des chaussures confortables, mes cheveux attachés comme je les portais depuis 40 ans parce que tout ce qui était plus fantaisie me gênait quand j'étais devant une cuisinière. Je m'appelle Rosa Delgado. J'ai 63 ans. J'ai été cuisinière de ligne chez Hartwell's Grill pendant les 28 dernières années. Shift du petit déjeuner de 4 heures du matin à midi. Œufs brouillés, hash browns, tickets de commande rapide. Mes mains sentent l'oignon et le savon industriel, peu importe combien de fois je les lave. Mon fils Daniel a rencontré Courtney Ashford lors d'un gala de charité parrainé par son cabinet. Elle avait 28 ans, blonde, le genre de beauté qui vient avec un entraîneur personnel et un dermatologue. Sa famille possédait Ashford Capital Partners, une société de gestion de patrimoine avec des bureaux à Hartford et Greenwich. Son père, Richard Ashford, portait des costumes qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Sa mère, Vivian, portait des perles et une expression permanente comme si elle venait de sentir quelque chose de désagréable. Daniel était un bon garçon autrefois. Il a grandi dans mon appartement au-dessus de la quincaillerie sur Maple Street. Il partageait une salle de bain avec 2 autres locataires. Il faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais la mise en place du lendemain. Il a obtenu une bourse pour l'UConn, puis un MBA, puis un emploi dans un cabinet de conseil au centre-ville. Quelque part entre la bourse et le bureau d'angle, il a cessé de m'appeler maman en public et a commencé à me présenter comme Rosa. Au dîner de fiançailles, j'étais assise à une table près de l'entrée de la cuisine, pas avec la famille, pas même avec les amis de Daniel à l'université. J'étais placé entre la coordinatrice d'événements et la femme qui arrangeait les fleurs. Quand je me suis assise, la fleuriste a regardé ma carte nominative et a dit, « Oh, vous faites partie de l'équipe de traiteurs ?» « Je suis la mère de Daniel », ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Elle a juste pris son menu. Lorsque le plat principal a été débarrassé, je me suis dirigé vers la table de Daniel avec le livre de recettes dans les 2 mains. Je l'avais enveloppé dans du papier craft et attaché avec de la ficelle de cuisine parce que cela me semblait juste. Honnête. Le livre lui-même était un classeur à 3 anneaux avec une couverture en cuir craquelé. À l'intérieur, 212 recettes écrites de ma main sur 35 ans. Tous les gâteaux d'anniversaire que Daniel ait jamais mangés. Le puzzle que ma mère m'a appris avant de mourir. Des notes dans les marges comme Dany aime le fromage supplémentaire et ajoutez plus de cumin la prochaine fois. Certaines pages étaient tachées d'huile. Certaines avaient de petits dessins que Daniel avait fait quand il avait 6 ans, assis sur un tabouret à côté de moi pendant que je cuisinais. Je le lui ai tendu. Pour toi et Courtney. Tout ce que je sais sur l'alimentation d'une famille. Daniel l'a pris avec précaution. Il a souri, mais c'était le sourire qu'il donnait aux clients. Professionnel, mesuré. Merci, maman. C'est vraiment attentionné. V. Vivian s'est penchée, son parfum arrivant avant ses mots. Elle a pris le classeur des mains de Daniel et l'a ouvert. Un livre de recettes.
Elle a tourné une page. Manuscrit. Elle m'a regardé avec ce sourire, celui qui avait des dents. Comme c'est adorable. Un petit album de la bonne. Courtney Harry. Pas fort, juste un petit rire, le genre qui vous dit que quelqu'un est d'accord mais ne veut pas être celui qui l'a dit à voix haute. Elle a pris le classeur de sa mère et l'a posé sur le bord de la table. Puis elle a posé son verre de vin directement sur la couverture. La condensation du verre s'est infiltrée dans le cuir. J'ai vu un anneau sombre se former sur la couverture que ma mère m'avait donnée l'année de mon mariage. Daniel a tout vu. Il a regardé le verre de vin sur le livre, puis moi, puis Courtney. Il n'a rien dit. Il a tendu la main vers son verre d'eau et a pris une gorgée. Je n'ai pas fait de scène. J'ai ramassé le classeur, j'ai essuyé l'humidité avec ma serviette et je l'ai mis dans mon sac. Merci pour cette belle soirée, ai-je dit à la table. Puis je suis sorti par l'entrée de la cuisine parce que cela me semblait approprié. Passer les plongeurs et les cuisiniers et la ligne qui sentait la maison. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement au-dessus de la quincaillerie. Le bâtiment était calme. Monsieur Peterson en bas s'était couché à 20h comme il le faisait toujours. Les tuyaux cognaient toutes les 15 minutes. Le livre de recettes était sur ma table de cuisine, la tache de vin encore visible sur la couverture. Je n'ai pas pleuré. J'ai arrêté de pleurer d'être dévalorisé vers 1998. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le placard du couloir et j'ai sorti un classeur que j'avais gardé derrière les manteaux d'hiver. J'ai ouvert le tiroir du bas avec une clé que je portais autour de mon cou. Dans ce tiroir se trouvaient tous les documents que je n'avais jamais montrés à mon fils. Des titres de propriété, 39 d'entre eux, organisés par date d'achat, des documents de formation de SARL pour RMD Holdings, mes initiales, des relevés bancaires de 4 comptes dans 3 banques différentes. Un portefeuille boursier que j'avais constitué sur 30 ans en achetant des fonds indiciels tous les mois comme une horloge. J'ai sorti la feuille de résumé que je mettais à jour chaque janvier. Total des avoirs immobiliers, 39 propriétés dans le Connecticut et le Massachusetts. Valeur estimée du portefeuille, 27 millions de dollars. Actifs liquides sur tous les comptes, 6,3 millions de dollars. J'ai posé un titre sur la table, séparé du reste. Belmont House SARL acquise en 2021 pour 3,1 millions de dollars. Le manoir colonial sur 6 acres juste à l'extérieur de Hartford. Le lieu où mon fils venait de se fiancer. La terrasse où Vivian Ashford m'avait appelé la bonne. La table où Courtney avait posé son verre de vin sur le livre de recettes de ma mère. C'était à moi. Chaque colonne blanche, chaque lanterne à gaz, chaque rose de ce jardin appartenait à Rosa Delgado, cuisinière de ligne, shift du petit déjeuner, œufs brouillés et hash browns. J'ai commencé à acheter des propriétés en 1996. J'avais 35 ans, divorcé, élevant Daniel seul avec un salaire de cuisinière plus les pourboires. Un client régulier de Hartwell S, un agent immobilier à la retraite nommé Earl, venait tous les mardis pour la même chose, 2 œufs au plat, pain de seigle, café noir. Un matin, il m'a parlé d'un duplex sur Cedar Road qui allait être vendu aux enchères pour 38 000 $. Tout le monde disait que c'était une décharge. J'y suis allé après mon shift, j'ai regardé l'ossature du bâtiment et j'ai vu ce qu'Earl voyait, du potentiel. Je l'ai acheté avec tout ce que j'avais économisé. J'ai appris à réparer des cloisons sèches grâce à des livres de bibliothèque. J'ai remplacé la plomberie moi-même les week-ends pendant que Daniel jouait dans la cour. J'ai loué les 2 unités à des familles comme la mienne, parents célibataires, travailleurs de nuit, personnes qui avaient besoin d'une pause sur le dépôt. Le loyer couvrait le prêt immobilier en 14 mois. Puis j'ai acheté une autre propriété, puis une autre. 3 cents $ ici, 5 cents $ là. 30 ans de patience. Personne ne construit un empire en dépensant. On le construit en se montrant. Je n'ai jamais rien dit à Daniel parce que je voulais qu'il comprenne quelque chose que son père n'a jamais compris. L'argent gagné par un travail honnête a du poids. L'argent donné n'en a pas. Je voulais que mon fils respecte la femme qui lui préparait ses repas et ses paniers repas. Non pas parce qu'elle avait des millions, mais parce qu'elle se présentait tous les jours à 4 heures du matin et ne se plaignait jamais. Il n'a pas appris cette leçon. Il a appris à avoir honte d'où il venait. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Frank Reyes. Frank avait géré toutes les acquisitions immobilières pour RMD Holdings depuis 2003.
Il était la seule personne sur Terre à savoir exactement ce que je valais. Rosa, a-t-il dit quand je suis entré dans son bureau. Il a désigné la chaise en face de son bureau. Son bureau était petit, au 2e étage au-dessus d'un nettoyeur à sec. Frank n'avait pas besoin d'un bureau chic. Il était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce où il entrait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé un dossier sur son bureau. J'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, je veux que vous annuliez toutes les futures réservations d'événements à Belmont House sous le nom d'Ashford. Il a levé les sourcils mais a ouvert le dossier. Deuxièmement, je veux que vous commenciez les formalités de conversion. Belmont House va devenir un logement transitoire pour mères célibataires, 12 unités. Frank a levé les yeux. Rosa, cette propriété génère $400 000 par an en revenus événementiels. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Et troisièmement, j'ai besoin du nom d'un détective privé, quelqu'un qui s'occupe des affaires financières. Frank a étudié mon visage pendant un long moment. Puis il a sorti une carte de visite de son tiroir de bureau. Lauren Chen, ancienne enquêtrice criminelle de l'IRS. Elle est discrète, minutieuse et ne pose pas de questions inutiles. J'ai pris la carte. De quoi s'agit-il, Rosa? A demandé Frank. Mon fils épouse une famille qui gère l'argent des autres. Je veux m'assurer qu'il le gère honnêtement. Frank s'est penché en arrière. Et s'ils ne le sont pas, alors mon fils doit le savoir avant de signer un acte de mariage. Lauren Chen ressemblait à une bibliothécaire. Cinquantaine, lunettes de lecture sur une chaîne perlée, cardigan sur une blouse. Elle portait un sac fourre-tout en toile au lieu d'une mallette. Quand je l'ai rencontrée dans un restaurant à 3 miles de mon appartement, elle a commandé du thé à la camomille et a pris des notes dans un petit carnet en cuir avec un crayon mécanique. Madame Delgado, dit-elle après que j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Les vérifications d'antécédents sur une société de gestion de patrimoine sont complexes. Cela pourrait prendre 2 à 3 semaines. J'ai le temps. Le mariage de mon fils est dans 6 semaines. Elle hocha la tête. Je commencerai par les dépôts publics et je travaillerai vers l'intérieur. S'il y a quelque chose, je le trouverai. Je la croyais. Il y avait quelque chose chez Lauren Chen qui me rappelait moi-même. Une compétence tranquille. Le genre de personne qui n'avait pas besoin d'annoncer de quoi elle était capable. 12 jours plus tard, Lauren m'a appelé. Nous devons nous rencontrer. Le restaurant était presque vide. À 15h un mercredi, Lauren a glissé un dossier Manille sur la table et l'a ouvert à la première page. Ashford Capital Partners gère environ $180 millions d'actifs clients, fonds de pension, comptes de retraite, fonds fiduciaires pour mineurs. Elle a tapé sur une colonne de chiffres. Au cours des 2 dernières années, Richard Ashford a transféré des fonds clients dans une série de sociétés écrans enregistrées au Delaware. Les transferts sont structurés pour éviter les déclencheurs réglementaires. Combien? J'ai demandé. $2,7 millions confirmés. Possiblement plus. Elle a tourné à la page suivante. Il a généré des rapports trimestriels falsifiés montrant des rendements normaux alors que les comptes réels sont épuisés. 3 clients ont déjà déposé des plaintes auprès de la SEC, mais les affaires avancent lentement. J'ai senti la pièce se refroidir. Mon fils était sur le point d'épouser une famille construite sur de l'argent de retraite volé. Il y a plus, dit Lauren. Elle sortit une photographie. Richard Ashford rencontrant un homme que je ne reconnaissais pas dans un restaurant. C'est Kenneth Morse. C'est un avocat radié qui se spécialise dans l'aide aux personnes pour cacher des actifs à l'étranger. Ils se sont rencontrés 4 fois le mois dernier. Mon fils sait-il? Je n'ai trouvé aucune preuve que Daniel soit impliqué ou conscient. Son cabinet de conseil est complètement séparé. Le nom de Courtney n'apparaît pas non plus sur aucune des sociétés écrans, bien qu'elle bénéficie du style de vie que la fraude de son père soutient. Je suis resté là un instant. Richard Ashford volait des retraités et des personnes âgées. Des gens qui avaient travaillé toute leur vie. Des gens comme les habitués de Hartwell qui venaient prendre des œufs et du café parce que c'était leur petit luxe quotidien. Et mon fils était sur le point de rejoindre cette famille. Que recommandez-vous? J'ai demandé. Cela dépend de ce que vous voulez. Je veux que mon fils soit protégé et je veux que ses clients récupèrent leur argent. Lauren a fermé le dossier. Alors,
nous irons à la SEC. Ils ont déjà des plaintes. Cela accélérera l'enquête. Pas encore. Je dois le faire au bon moment et au bon endroit. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous prévoyez quelque chose de précis? Je prévois un dîner à Belmont House 3 semaines à partir de samedi. Tout le monde sera là. Lorraine n'a pas souri, mais quelque chose a changé dans son expression. Je documenterai tout et le tiendrai prêt. Les 3 semaines suivantes se sont écoulées lentement. J'ai travaillé mes quarts à Hartwell, toast, hachis brun, café. Les habitués du matin ne savaient pas que quelque chose était différent. Hank avec son décaféiné et son journal, Maria avec son gruau et son jus d'orange. Le livreur UPS qui voulait toujours du bacon supplémentaire. Daniel a appelé 2 fois. J'ai laissé les 2 messages sur la messagerie vocale. Le premier message était décontracté. Et, maman. Courtney veut discuter de la disposition des places pour le mariage. Peux-tu envoyer ta liste d'invités? Fais court. Nous sommes à l'étroit. Le second était agacé. Maman, j'ai vraiment besoin de cette liste. Aussi, Vivien dit que les photos du dîner de fiançailles sont superbes. Elle les met dans le bulletin d'information. Rappelle-moi. Bulletin d'information. Vivien Ashford mettait des photos de fiançailles dans un bulletin d'information pendant que son mari volait des retraités. J'ai appelé Franck à la place. Comment avance la conversion? Les permis sont déposés. L'équipe de démolition peut commencer dans 10 jours. Rosa, les Ashford ont une retraite d'entreprise réservée à Belmont pour le mois prochain. Quand je l'ai annulée, Vivian Ashford a appelé mon bureau personnellement. Elle n'était pas agréable. J'imagine qu'elle ne l'était pas. Elle a demandé qui possédait la propriété. Je lui ai dit que c'était confidentiel. Bien. Gardez ça secret. Un mardi après-midi, je me suis rendu au bureau régional de la SEC à Hartford. Le bâtiment était tout en verre et en tapis fédéral. Je portais mes vêtements de travail parce que je venais directement de mon service. Une femme à l'accueil a regardé mes baskets tachées de graisse et m'a demandé si j'avais besoin d'indications. Je suis ici pour fournir des preuves concernant la fraude boursière chez Ashford Capital Partners. Son expression a changé. Elle a décroché le téléphone. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face d'un avocat chargé de l'application des lois nommé James Whitfield. Une quarantaine d'années, coupe de cheveux précise. Le genre de bureau organisé qui vous dit qu'il prend son travail au sérieux. Madame Delgado, nous avons reçu des plaintes concernant Ashford Capital, mais nous avons eu des difficultés à constituer un dossier. Les dossiers de la firme sont strictement contrôlés. J'ai posé le dossier de Lorraine sur son bureau. Enregistrement de sociétés écran, relevé de virements bancaires, document de réunion avec Kenneth Morse, un avocat radié impliqué dans la dissimulation d'actifs offshore. Rapport client falsifié avec des incohérences mises en évidence. Whitfield a ouvert le dossier et est resté silencieux pendant 1 minute entière. Tout a été obtenu par des voies légales, des dépôts publics, des bases de données financières, une surveillance documentée. Il a levé les yeux. Pourquoi nous apportez-vous cela? Parce que Richard Ashford vole des travailleurs, des retraités, des personnes qui lui ont confié leurs économies de toute une vie. J'ai fait une pause. Et parce que mon fils est sur le point d'épouser sa fille, j'ai besoin que cela soit résolu avant que mon fils ne soit légalement impliqué dans cette famille. Whitfield a fermé le dossier. Madame Delgado, c'est important. Si ne serait-ce que la moitié de cela se vérifie, nous envisageons des accusations fédérales. J'ai besoin de 3 semaines supplémentaires. J'ai un rassemblement de prévu. Mon fils, les Ashford, tout le monde dans la même pièce. Après cela, vous pourrez agir comme vous le souhaitez. Nous ne coordonnons généralement pas le calendrier avec des civils. Je ne vous demande pas de mettre en scène quoi que ce soit. Je vous demande d'être présent. Mon fils ne me croira pas si je lui dis la vérité. Il pensera que je suis jalouse, que j'essaie de saboter son bonheur. Il a besoin de l'entendre de quelqu'un ayant de l'autorité. Whitfield a tapoté le dossier. Je vais examiner cela avec mon équipe. Si les preuves tiennent, nous discuterons du calendrier. Sans promesse. La démolition de Belmont House a commencé un jeudi. Je me suis tenu dans l'allée à 7 heures du matin, portant un casque que la contremaître, une femme nommée Jackie, m'avait tendu à mon arrivée.
La salle de bal a été la première. Des masses traversant les murs de plâtre qui avaient accueilli Miltost et première danse. Le lustre en cristal avait déjà été retiré et donné à un théâtre communautaire du centre-ville. Les sols en marbre ont été retirés par section, révélant le bois dur d'origine en dessous. Jackie s'est approché avec son presse-papier. Madame Delgado, mon équipe veut que vous sachiez que nous sommes honorés de travailler sur ce projet. Ma belle-sœur a vécu dans un logement transitoire pendant 2 ans après son divorce. Cela lui a sauvé la vie. C'est pourquoi nous construisons cela. À midi, la terrasse où Vivian m'avait appelé la bonne n'était qu'un tas de pierres et de barres d'armature. La roseraie était marquée pour être préservée. Elle deviendrait un jardin communautaire pour les résidents. Des tomates au lieu de rosiers. Je regardais l'équipe enlever les colonnes avant quand j'ai entendu une voiture freiner sur le parking en gravier. Une Lexus blanche. Celle de Courtney. Elle est sortie vite, toujours en tenue de sport, les cheveux en queue de cheval. Elle a regardé l'équipe de construction, la salle de bal à moitié démolie, moi avec mon casque. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est dirigée vers moi, ses talons craquant sur les débris. Qu'est-ce que tu fais? Je transforme cette propriété en logement transitoire, 12 unités pour mères célibataires. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est Belmont House. Notre retraite est réservée ici le mois prochain. Notre mariage est prévu ici. La retraite a été annulée. Je vous recommande de trouver un nouveau lieu pour le mariage également. Son visage est devenu rouge. Qui a autorisé ça? Qui possède cette propriété? Moi. Le silence a duré 5 secondes. Courtney me regardait comme si j'avais parlé une langue qu'elle ne comprenait pas. Vous? Vous êtes une cuisinière. Vous travaillez dans un restaurant. Je suis une cuisinière. Je possède également ce domaine ainsi que 38 autres propriétés dans le Connecticut et le Massachusetts. C'est impossible. Et pourtant, me voici, portant un casque sur ma propre terre. Elle a sorti son téléphone. J'appelle Daniel. Bonne idée. Dis-lui de venir dîner ici dans 12 jours. Samedi, 18 h. Toi et tes parents aussi. Dîner dans une zone de construction? Ce ne sera plus une zone de construction d'ici là. L'aile sera terminée. J'ai fait une pause. Est-ce à propos du livre de recettes? Parce que si tu fais une crise de colère à cause de... Cela n'a rien à voir avec le livre de recettes. Je la regardais fixement. 12 jours. Amène ton père. Il voudra être ici. Quelque chose dans mon ton l'a fait arrêter de discuter. Elle me regarda encore un instant, puis remonta dans sa Lexus et s'éloigna assez vite pour que du gravier éclabousse le parking. Daniel a appelé cette nuit-là. J'ai répondu, « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Courtney dit que tu démolissais Belmont House. Elle dit que tu prétends la posséder. Je la possède, Daniel. C'est fou. Tu gagnes 14 $ de l'heure. Je gagne 16,50 $ de l'heure. J'ai aussi gagné 27 millions de dollars au cours des 30 dernières années grâce à des investissements immobiliers. Je possède 39 propriétés. Belmont House en fait partie. Le silence au téléphone était si complet que je pouvais l'entendre respirer. Maman. Sa voix avait changé. Plus agressive, petite. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que je voulais voir qui tu serais sans connaître l'argent. Je voulais savoir si tu respecterais ta mère, la cuisinière, ou seulement ta mère, la millionnaire. Il ne répondit pas. Viens dîner samedi, dans 12 jours, à 18 h à Belmont House. Amène Courtney et ses parents. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu verras. Et Daniel, ne préviens pas les Ashford. Dis-leur juste que c'est un dîner de famille pour dissiper les malentendus. Tu me punis? Non. Je te sauve. Tu ne le sais pas encore. Il resta silencieux un long moment. Je serai là. 12 jours. J'ai marqué le calendrier d'un cercle rouge. L'aile de Belmont House a été nettoyée et meublée le vendredi soir. Une longue table, 12 chaises, nappe blanche, nourriture simple que j'avais cuisinée moi-même, arroz con polo, haricots noirs, tostones, flan pour le dessert, les recettes du livre que Courtney avait utilisées comme dessous de verre. Samedi à 17 h 45.
J'étais en train de poser la dernière assiette quand les phares ont balayé les fenêtres. Daniel et Courtney sont arrivés les premiers. Daniel avait l'air de ne pas avoir dormi. Courtney semblait prête à se battre. Richard et Vivian Ashford sont arrivés 5 minutes plus tard. Richard portait un blazer bleu. Vivian portait cette expression. Je les ai accueillis à la porte. Merci à tous d'être venus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai préparé le dîner. Vivian a regardé les poutres apparentes, la poussière de chantier dans les coins, la table simple au milieu de ce qui était autrefois l'aile des domestiques. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout, les bras croisés. Rosa, c'est absurde. La voix de Richard était contrôlée, mais tendue. Vous avez détruit une propriété historique. Notre retraite a été annulée sans explication. Et maintenant vous revendiquez la propriété. Je ne la revendique pas. Je la possède. Depuis 2021. J'ai désigné la table. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La nourriture refroidit. Ils se sont assis. Personne n'a touché la nourriture. Je suis resté debout. J'ai d'abord regardé mon fils. Daniel, je t'aime. Tout ce que j'ai fait dans ma vie a été pour toi. Ce que je suis sur le point de dire va être difficile, mais tu dois l'entendre. Puis j'ai regardé Richard Ashford. Monsieur Ashford, je connais les sociétés écrans dans le Delaware. Je connais les 2,7 millions de dollars de fonds clients que vous avez détournés. Je connais vos comptes offshore. La couleur a quitté le visage de Richard comme si quelqu'un avait débranché une prise. C'est un mensonge, dit Vivian immédiatement. Comment osez-vous? Je n'ai pas fini. Je me suis tourné vers Daniel. J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines. Tout est documenté. Virement bancaire, rapport falsifié, réunion avec un avocat radié. Daniel me regarda, puis Richard. Richard, est-ce vrai? La bouche de Richard s'ouvrit. Rien n'en sortit. Le bruit d'une portière de voiture à l'extérieur, des pas sur le gravier. Puis James Whitfield apparut dans l'embrasure de la porte avec 2 collègues. Il portait un costume sombre et tenait une mallette en cuir. Monsieur Ashford, je suis James Whitfield de la Security and Exchange Commission. Nous devons vous parler concernant des irrégularités chez Ashford Capital Partners. Courtney s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Papa. Richard m'a regardé. Son visage était gris. C'est toi qui as fait ça. Vos clients ont fait ça, ai-je dit doucement. Ceux dont les fonds de retraite sont manquants. Whitfield s'est avancé. Monsieur Ashford, nous avons des documents de transfert non autorisés totalisant 2,7 millions de dollars des comptes clients vers des entités écrans que vous contrôlez. Nous émettons une action d'exécution formelle. Je vous recommande fortement de retenir les services d'un avocat avant de répondre à toute question. Vivian a attrapé le bras de Richard. Ne dites pas un mot. Pas un mot. Courtney pleurait. Daniel n'avait pas bougé. Il était assis à table, fixant son assiette d'arroz con polo comme si elle contenait les réponses à tout. Tu savais, dit Daniel. Tu savais avant les fiançailles? Je le soupçonnais. Je l'ai confirmé après le dîner de fiançailles. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru? La cuisinière, laide, la femme dont ta fiancé a utilisé le livre de recettes comme sous-verre? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je me suis assise en face de lui. J'ai passé 35 ans à me lever à 3 heures du matin pour servir le petit déjeuner à des inconnus. J'ai cassé plus d'œufs que je ne peux compter. Je me suis brûlé les mains, coupé les doigts, suis resté debout jusqu'à ce que mes genoux cèdent. Et chaque dollar que je n'ai pas dépensé pour moi-même, je l'ai investi dans des propriétés, dans notre avenir, dans un héritage que je voulais te donner quand tu serais prêt. Les yeux de Daniel se sont remplis. Maman, mais tu n'étais pas prêt. Tu avais honte de moi. Tu m'as assise près de la cuisine à ton dîner de fiançailles. Tu as laissé Vivian m'appeler la bonne, et tu n'as rien dit. Tu as regardé Courtney poser son verre de vin sur les recettes de ta grand-mère, et tu n'as pas bougé. La pièce était silencieuse, à l'exception de Vivian pleurant doucement et Richard parlant à voix basse avec Whitfield près de la porte. J'ai poussé le livre de recettes sur la table. Il était encore taché. L'anneau de vin était encore visible sur la couverture.
Non pas en dollars, mais en amour. Daniel l'a ramassé. Ses mains tremblaient. Il l'a ouvert à une page près du milieu. J'ai vu son écriture de quand il avait 8 ans. Un dessin d'une femme bâton avec un chapeau de chef debout à côté d'un garçon bâton. En dessous, il était écrit « Moi et maman qui cuisinons ». Il a fermé le livre et l'a pressé contre sa poitrine. « Je suis désolé » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé, maman. Je sais que tu le es. » De l'autre côté de la pièce, Whitfield tendait un document officiel à Richard Ashford. Vivien était au téléphone avec un avocat. Courtney se tenait seul près de la fenêtre, le mascara coulant, fixant les unités de logement à moitié construites à l'extérieur. Daniel les regarda, puis me regarda. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » « Cela dépend de qui tu veux être. » Il resta avec cela longtemps. Puis il regarda la nourriture sur la table. L'arroz con polo que sa grand-mère m'avait enseigné, le flan que j'avais fait de mémoire. « Tu as tout cuisiné toi-même ? » « Bien sûr que oui. » Il prit une fourchette et prit une bouchée. Ses yeux se fermèrent. Il mâcha lentement. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient humides. Ça a le goût des samedis matins. Nous sommes samedi. Il a presque souri. Presque. Les Ashford sont partis dans l'heure. Richard avec un avocat en haut-parleur. Vivien sans regarder personne. Courtney en dernier, debout dans l'embrasure de la porte, regardant Daniel. « Tu viens ?» a-t-elle demandé. Il m'a regardé, puis elle. « J'ai besoin de temps, Courtney. » Elle partit sans un mot de plus. Daniel m'a aidé à débarrasser la table. Nous avons fait la vaisselle côte à côte dans l'évier industriel, tout comme nous le faisions dans notre appartement au-dessus de la quincaillerie. Lui lavant, moi séchant. Après que la dernière assiette fut rangée, il s'appuya contre le comptoir. Combien de propriétés ? 39. Et tu as préparé le petit déjeuner tout ce temps ? J'aime préparer le petit déjeuner. Il y a de la dignité à nourrir les gens. Il resta silencieux un moment. Puis-je les voir ? Les propriétés ? Quand tu seras prêt. Comment je me prépare ? Tu te présentes. Tu travailles. Tu prouves que tu comprends ce qui compte. Il hocha lentement la tête. Je peux faire ça. Nous verrons. 6 mois plus tard, les Belmont Homes ont ouvert un clair matin d'octobre. 12 unités pour mères célibataires. La roseraie avait été transformée en jardin potager communautaire. La fondation de l'ancienne salle de bal soutenait une aire de jeu. Daniel se tenait à côté de moi lors de l'inauguration, en bottes de travail et chemise du personnel de Belmont Home. Il travaillait avec l'équipe de gestion immobilière depuis 5 mois. Il avait commencé par répondre au téléphone, puis s'était occupé de l'entretien. Maintenant, il aidait les familles avec les documents d'emménagement. Il avait rompu ses fiançailles avec Courtney 3 jours après le dîner. Richard Ashford faisait face à des accusations fédérales. Vivien avait déménagé chez sa sœur à Palm Beach. Courtney avait un follow Daniel partout, et c'était probablement pour le mieux. Une femme nommée Teresa Watts nous a approchés après la cérémonie. Elle avait 34 ans, aide-soignante avec une fille de 4 ans sur la hanche. Madame Delgado, dit-elle. Je veux juste que vous sachiez, nous sommes restés dans un refuge pendant 7 mois. Ma fille n'a jamais eu sa propre chambre avant. Aujourd'hui, elle en a une. Elle a commencé à pleurer. Merci. Ce n'est pas assez. Vous avez gagné cette place, ai-je dit. Votre demande montrait 3 ans de travail stable et d'école du soir. Vous n'aviez pas besoin de charité. Vous aviez besoin d'une porte qui s'ouvre. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers le bâtiment B où sa fille pressait déjà son visage contre la fenêtre de leur nouvel appartement. Daniel les a regardés partir. Puis il s'est tourné vers moi. J'ai pensé à ce que vous avez dit, sur la dignité et le travail, sur la façon dont vous avez construit tout cela en cuisinant le petit déjeuner. Et je veux apprendre, vraiment apprendre, pas le conseil, pas la finance. Je veux comprendre ce que vous avez construit et comment vous l'avez construit à partir de zéro. Cela va prendre des années. J'ai le temps. J'ai regardé mon fils. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air différent. Il avait l'air de quelqu'un qui commençait à comprendre que la femme qui cassait des œufs à 4 heures du matin.
Avait construit plus que n'importe quel bureau d'angle n'aurait jamais pu le faire. Commence lundi, ai-je dit. 6 heures du matin. Nous peinons des unités dans le duplex de Maple Street. Il a hoché la tête. Je serai là. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, dans mon appartement au-dessus de la quincaillerie. Même table de cuisine, même bruit de tuyaux, même classeur dans le placard. Je pouvais vivre n'importe où. Pentouse à Hartford, maison de plage sur la côte. Mais cet appartement m'a tout appris sur la discipline, la patience et le fait de se présenter quand personne ne regarde. Sur le mur au-dessus de la cuisinière, j'avais encadré la page du livre de recettes, celle avec le dessin de Daniel quand il avait 8 ans, la femme bâtonnait avec la toque de chef à côté d'un garçon bâtonnet, moi et maman qui cuisinons. En dessous, j'avais accroché une nouvelle photo. Daniel et moi à l'inauguration des Belmont Homes, tous deux en bottes de travail, tous deux souriants. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel. Maman, à quelle heure? Lundi. Je ne veux pas être en retard. J'ai répondu, 6 heures du matin. Ne prends pas de petit déjeuner. Je cuisine. 3 points sont apparus. Puis sa réponse. Tu peux faire la rose con polo? Il est 6 heures du matin, Daniel. Donc c'est non. Je te ferai des œufs. La façon dont ta grand-mère me l'a appris. Une pause. Puis, parfait. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement. Une pièce, une fenêtre. Une vie qui semblait petite de l'extérieur. Mais voici ce que je sais. Après 35 ans passés devant une cuisinière et 30 ans à construire quelque chose que personne ne pouvait voir, votre valeur ne vient pas de votre titre de poste. Elle vient de ce que vous faites quand personne ne regarde. Elle vient des réveils à 4 heures du matin et des livres de bibliothèque sur la plomberie et des chèques de loyer de $300 qui se sont transformés en titres de propriété. Elle vient de nourrir les gens, que ce soit des œufs dans un restaurant ou un foyer pour une mère et son enfant. Vivian Ashford m'a appelé la bonne. Elle avait raison. J'aide les gens. J'ai aidé des gens toute ma vie avec de la nourriture, des maisons, des secondes chances. Ce n'est pas une insulte. C'est un héritage. Et à vous qui écoutez en ce moment, Dieu ne mesure pas votre valeur à votre salaire. Il la mesure à votre fidélité. Chaque matin tôt où vous vous traînez hors du lit. Chaque repas que vous cuisinez pour quelqu'un qui ne dit pas merci. Chaque sacrifice silencieux que vous faites et que personne ne voit, il le voit et il construit quelque chose à travers vous. Même lorsque vous ne le voyez pas vous-même. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Racontez-moi une fois où quelqu'un vous a sous-estimé. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son travail a de la dignité, peu importe ce qu'il semble au monde. Et abonnez-vous à Jewel Revenge pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre temps compte et je ne le prends pas pour acquis. Certains détails de cette histoire sont romancés à des fins de narration. Si ce type de contenu ne vous convient pas, pas de souci. Il y a quelque chose ici pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, ce n'était pas juste un livre de recettes. C'était tout.